Mesdames et messieurs, bienvenue à ce débat du dimanche, la rétrospective de l'actualité africaine et internationale. Un gros sujet aujourd'hui, l'attaque du camp de Djoura dans la région de Mopti. Quels en sont les auteurs? D'où sont-ils venus? La question que nous allons poser à nos invités. Si le temps le permet, nous allons également aborder la suite du dialogue politique engagé par le président de la République et puis Algérie avec Abdelaziz Bouteflika qui cède face à la pression de la rue. Nos invités, Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, Alexis Kalamri, directeur de publication de Mali Tribune, Elhaj Chana Takiou, directeur de publication de 22 septembre, et Maître Cheikh Omar Konaré, avocat. Un dimanche triste, très triste. Les Maliens se sont réveillés avec cette mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle, l'attaque du camp de Djoura. Djoura, c'est dans la région de Mopti. L'attaque intervenue dans la nuit donc de samedi à dimanche de 5h jusqu'à 7h du matin. Chana Takiou, nous sommes encore dans la région de Mopti, le centre du pays. Oui, nous sommes dans la région du Mopti, centre du Mali, cercle de Ténenkou précisément. Djoura est une zone stratégique qui est proche de la Mauritanie, proche de l'Éré. Donc c'est une zone de prédilection même des terroristes. C'est une zone très dangereuse, à cheval aussi sur le désert. Donc c'est une zone dans laquelle les terroristes bougent beaucoup. C'est pourquoi je suis étonné que dans une telle zone, qu'on puisse surprendre vraiment nos militaires. Et à quelle heure? 5 heures du matin, parce que généralement c'est une heure au cours de laquelle beaucoup de gens dorment. Mais les militaires en guerre ne doivent pas dormir. Les militaires en guerre doivent être toujours prêts à attaquer, à réagir, à se défendre. Malheureusement, nous n'avons pas un bilan, mais semble-t-il qu'il y a eu un carnage. Nous avons eu des témoignages depuis Djoura, nous avons vu des vidéos circuler, nous avons entendu des informations sur WhatsApp, Facebook avec des chiffres contradictoires. La certitude, il y a eu 2 morts et l'armée malienne a été défaite à Djoura. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça a été une lourde perte pour notre armée, hélas. Hélas, Maître Cheikh Omar Konaré, cette attaque. Je m'incline devant la mémoire des morts. Encore une fois, il faut se poser une série de questions. Comment cette attaque a-t-elle été possible de la part d'une colonne de véhicules motorisés, armés et même lourdement armés? Comment est-il possible que l'aviation malienne, l'aviation internationale n'ait pas pu détecter cette colonne? Comment une petite troupe d'assaillants a-t-elle pu mettre en déroute un camp militaire renforcé? On parle même de 200 soldats dans ce camp, dans une zone réputée extrêmement dangereuse. Est-ce qu'une enquête ne mérite pas d'être ouverte pour savoir comment le matériel a pu être abandonné au point d'être brûlé et exhibé sur les réseaux sociaux? Voilà une série de questions auxquelles il faut répondre. Ce sont les mêmes questions que vous posez aussi, Makan Kone? Et moi, je me pose des questions et je fais des constats. D'abord, des informations qui nous sont parvenues, on nous explique qu'il y a apparemment des éléments qui résidaient, en tout cas qui ont habité depuis un certain moment dans la ville de Djoura et qui, ce matin, tôt le matin, ont rejoint des terroristes qui venaient de l'extérieur et qui sont mis ensemble pour attaquer les camps. Donc, ce qui nous amène à la collaboration de la population. La collaboration de la population, on en a toujours parlé, en fait. Il faut que les militaires soient soutenus. Maintenant, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon frère Chana, les militaires au front
ils ont besoin de renseignements et d'informations. Les militaires, leur rôle fondamentalement, c'est de protéger, c'est de surveiller, c'est de faire la guerre. Mais je crois qu'en amont, il doit y avoir d'autres services qui les préviennent, qui les avisent, qui les disent, écoutez, il y a ci, il y a ça. Je crois que par rapport à cela aussi, il faut insister un peu. Maintenant, l'autre constat, j'ai parlé de renseignements, je ne vais pas parler forcément de sécurité d'État. Les renseignements, ce n'est pas que la sécurité d'État. Il y a d'autres services, il y a la sécurité militaire, il y a d'autres services qui font les renseignements, il y a la gendarmerie, il y a les informations dans d'autres secteurs. Ce n'est pas que la sécurité d'État. Principalement la sécurité. Donc, le troisième point, ça c'est l'avant-dernier point, c'est que ces derniers temps, on a quand même suivi des communiqués de groupes de mouvements armés qui dénonçaient des pratiques. En fait, la coïncidence, elle est un peu bizarre. Maintenant, et si on tient compte de celui qui pratiquement revendique les attentats, cette attaque, je veux dire Bamoussa, dont on n'entendait pas parler du tout, qui aujourd'hui, c'est la première fois quand même que des gens qui sont censés évoluer au nord viennent faire des attaques au centre, après Koufa et tout. Je me dis, tout ça mis ensemble, il faut quand même réfléchir au soutien de la population, au soutien de l'armée et faire attention à ne pas démobiliser nos troupes. D'accord, on va poser cette question, le probable commanditaire, mais déjà Alexis Kalambri, sur ce premier tour de table par rapport à l'attaque proprement. Oui, en fait, pour moi, je comprends les interrogations et les frustrations, mais pour moi, le plus important, c'est aller au-delà, se poser peut-être les questions de savoir pourquoi maintenant, alors que on pensait le processus avancé, alors que l'armée était en train de monter en puissance, pourquoi au moment où la CMA fait des communiqués pour se plaindre du fait que l'État occupe, disons que l'armée malienne occupe les territoires maliens, pourquoi juste au lendemain de la visite du Premier ministre dans la zone. Donc ça, c'est les questions légitimes et se demander est-ce que ce n'est vraiment pas lié à l'actualité et finalement qui est derrière Bamoussa dans des situations comme ça. Ok, qui est derrière Bamoussa, mais Jean Atakiou, c'est quasiment la 3e ou la 4e fois où un camp entier se fait prendre. Il y a eu Aguelog, un temps qu'on n'a pas oublié, il y a eu Nampala, et aujourd'hui il y a également eu Djoura. C'est quand même, ça devient fréquent, des camps entiers qui se font prendre comme ça, facilement. Fréquent, déplorable. Nous avons plusieurs fois applaudi l'armée, parlé de montée en puissance de l'armée. Mais il y a des moments où il faut critiquer cette armée-là. Et dans ce cas-là, il faut le reconnaître, l'armée a failli. On ne peut pas comprendre. Nous sommes dans une situation d'insécurité très difficile, où les ressources sont rares, où le minimum de ressources qui existent sont orientés vers la sécurité et la défense. On achète du matériel, on met les militaires dans le minimum de conditions, en laissant d'autres couches de la population. Mais les militaires étaient bien nourris, bien équipés, ils avaient le matériel. Ils refusent de se battre. Le problème, c'est cela. Nos militaires, dès qu'il y a une attaque, boum, de l'ennemi, chacun se cherche. Ils refusent de se battre. Il faut qu'on ait une véritable armée qui accepterait de se battre pour la patrie. C'est ça le problème. Il faut qu'ils se battent. D'accord. Nos matériels acquis au prix de multiples sacrifices sont abandonnés sur le terrain. D'accord. Les terroristes s'emparent de ce matériel, ils brûlent ce qu'ils peuvent brûler. Ok, Alexis Kalambri. D'accord, on va revenir vers vous. Peut-être qu'il ne faudrait pas généraliser. Oui, voilà. J'ai dit ce cas-ci, vraiment, il faut le reconnaître, les éléments n'ont pas été à la hauteur. C'est-à-dire, on a vu récemment, c'est vrai, si vous regardez l'État, mais plus de 22% du budget national dans les questions de défense et de sécurité, dans l'acquisition de matériel. C'est énorme. Mais il y a une gouvernance à pratiquer au niveau de l'armée. D'abord, que ceux qui ont la volonté de se battre pour le pays soient recrutés plutôt que des enfants recommandés. Ensuite, que le matériel et les services aillent là où il y a le besoin. Pas plus tard qu'hier, je me faisais raconter des zones de guerre où on est obligé de pousser les engins pour les faire démarrer. Donc,
il y a vraiment, je crois qu'il faut mettre beaucoup de bémol dans ce que Chana dit, mais pour moi, le plus important maintenant, c'est comment faire face à ces défis-là, comment, autant, disons, tout en continuant l'offensive ou du moins la gestion militaire, renforcer et la diplomatie et le développement. Pour moi, il faut cette triptyque-là. Je maintiens que tout est parti du fait que la CMA constate que l'armée est en train de se déployer et à la limite, on fait le coup de feu pour dire nous existons, nous ne voulons pas qu'il y ait certaines avancées tant qu'il n'y a pas de préalable. D'accord. Maître Konaré, oui, allez-y. Ouais. Je voulais attirer votre attention sur certaines choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous n'aboutirons jamais à rien sur le terrain militaire si nous ne sortons pas de certaines illusions. La première illusion consiste à faire croire que le Mali n'est pas en guerre et qu'il y a simplement au Mali une insécurité, voire, pour reprendre une formule chère à la Cour constitutionnelle, une insécurité résiduelle. Quelqu'un qui a dans l'esprit qu'il est en guerre ne réagit pas de la même manière que quelqu'un qui pense combattre une insécurité résiduelle. La deuxième illusion, c'est quoi? La deuxième illusion, c'est de compter sur un accord de paix qui ne vaut rien. On pense, et on nous le répète à satiété, que le Mali n'est pas en guerre contre la CEMA. C'est simplement pour éviter de combattre la CEMA. Or, le Mali se trouve bel et bien en guerre contre la CEMA dans la mesure où il résulte des déclarations de Barkhane, des rapports de l'ONU, que la CEMA prête main forte aux actions de Yad Gali. La CEMA n'est qu'un vase et Yad ce n'est que des vases communicants. Troisième illusion, c'est de penser que les forces internationales viendront nous sauver de notre détresse. Ces forces internationales ne sont là que pour elles-mêmes. Si l'armée ne se lève pas pour combattre les terroristes et leurs alliés, elle va être anéantie. Il ne faut pas compter sur les forces internationales, ce n'est pas des hommes en airain ou en acier. Okay. Ils ne sont pas prêts à mourir à notre place. D'accord. Donc c'est à nous de nous lever. Et nous devons nous lever avec nos généraux en tête. Il ne faut pas que les généraux restent à Bamako et envoyer les adjudants et autres là en brousse se faire massacrer. D'accord. Cela doit être dénoncé. Okay. Et la désertion des soldats dont parle Takiou, l'abandon de nos matériels que nous venons de voir sur le petit écran, voilà autant de crimes qui doivent être poursuivis. D'accord. Il faut une culture de la sanction. Et je vous l'ai toujours dit, le lien, à commencer par le sommet. Voilà, le lien entre les attaques au sud, au centre, et les attaques au nord, ce lien-là n'a jamais cessé d'exister. D'accord. Okay. Amadou Koufa n'est qu'un lieutenant de Yad. D'accord, on va revenir vers vous. Mais si vous permettez, Maître Konaré, on va compléter votre liste d'illusions avec une quatrième qu'on entend tous les soirs, c'est que notre grand Mali avance en Mali Babekatanye, comme si tout est parfait, tout est beau. Mais Makankone, l'autre question, c'est cette coïncidence dont on parlait à l'instant. On a vu ce communiqué du porte-parole de la CEMA. Je cite: toute forme de redéploiement des forces avant la reconstitution de l'armée, conformément à la lettre et à l'esprit de l'accord pour la paix, sera une violation du cessez-le-feu du 23 mai 2014. En l'occurrence, une déclaration unilatérale d'hostilité par le gouvernement central de Bamako. C'était le 14-15 mars et 2 jours après, c'est comme une déclaration de guerre. Ouais. À la limite, quoi. C'est pour vous dire, bon, écoutez, arrêtez ou on va vous montrer qui on est. Et c'est ce qui s'est passé, sans dire, je ne dis pas aujourd'hui que c'est la CEMA qui est derrière, parce que Bag Moussa, tout le monde sait que c'est Yad qui le pilote, de même que Koufa. Donc, en tout cas,
d'une manière ou d'une autre, c'est se communiquer. Et cette attaque, on ne peut pas les dissocier. Maintenant, autre chose, là où ce que je veux aussi souligner, pour abonder dans le même sens que Maître, c'est le déni dans lequel le Mali se trouve depuis tout le temps maintenant. On a dit la semaine passée, tant qu'on a un seul terroriste sur notre sol, on n'est pas un pays en paix, on est un pays en guerre. Or, il y a un tel contraste aujourd'hui entre le sud du Mali et le centre et le nord qu'on ne se croirait pas dans un même pays. Les gens se comportent au Mali, au sud ici, comme si de rien n'était. Or, ils sont en train de mourir. Maintenant, là où je finis dessus, c'est vrai qu'on investit beaucoup dans l'armée, on a beaucoup investi dans l'armée. Mais cet investissement, est-ce qu'il est utilisé à bon escient? Est-ce qu'il est utilisé à dessein? Les militaires sur le terrain, qu'est-ce qu'ils mangent le matin? Qu'est-ce qu'ils mangent à midi? Dans quel état ils sont? Quelles sont les armes qu'ils utilisent? Alexis vient de parler d'un engin qu'on est obligé de pousser. Mais c'est la vérité. Les gens, souvent sur le terrain, ils mangent à peine ou c'est la bouillie qu'ils mangent le matin. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Il ne s'agit pas simplement d'investir, de dire ici qu'on a investi dans l'armée, on a acheté ceci, on a acheté cela. Mais est-ce que ça c'est utilisé à bon escient? Chana, rapidement, ensuite Alexis. Ouais, moi, je pense que vraiment, il faut qu'on arrête souvent certaines contre-vérités. L'armée est bien nourrie. Je cause avec des généraux. Non, c'est que je ne partage pas du tout. Oui, c'est mon point de vue. Donc, tu me laisses le dire, je te laisse dire. L'armée est bien nourrie. L'armée a des primes. Elle est bien payée. Même le soldat. L'armée est bien payée. L'armée a des avantages. Il se bat que personne n'a aujourd'hui. Surtout avec la loi de programmation militaire. L'armée a de matériel. C'est son travail. Allez-y. J'ai dit, les éléments ont choisi d'être l'armée, de se battre, de se tuer pour la patrie. C'est facile. J'ai dit, c'est un choix. C'est facile de crier à Bamako. Il faut aller je vais à Mopti. Pourquoi? Voilà. Je ne vais pas à Mopti. C'est facile. S'il vous plaît. Ce n'est pas mon devoir. S'il vous plaît. Mon devoir est d'écrire et d'analyser, de commenter. Tu vas voir. Donnez-moi 30 secondes, Chana et Maga, s'il vous plaît. On était avec Chana. On va essayer d'aller calmement. Et juste après vous, Chana Takiou, je vais donner la parole à Alexis Kalambri. On a commencé très sagement le débat. On va essayer de le terminer très sagement. Okay. Et je maintiens calmement que l'armée est bien nourrie. Okay. L'armée est très bien nourrie. L'armée a beaucoup d'avantages par rapport aux moyens modestes de l'État. L'armée a les moyens. Aujourd'hui, l'armée a des avantages avec la loi de programmation militaire. L'armée malienne est dotée d'équipements qu'il faut pour se défendre. Il y a eu un classement récemment d'une structure américaine qui classait notre armée 3e ou je ne sais pas 4e du continent. Notre armée a les moyens, mais elle refuse de se battre parce que quelque part, nous n'avons pas, il faut le dire, les hommes qu'il faut. Il a parlé des généraux qui sont ici à Bamako. Ils sont nombreux les généraux qui sont là. Ce sont les caporaux qui sont sur le terrain. Non, un général doit être sur le terrain, donner l'exemple. On a vu Didier Dako, on a vu Gamou, ils sont sur le terrain. Mais que ces généraux-là descendent sur le terrain, qu'ils se battent, encore qu'on ne voit aucune stratégie, aucun plan de guerre mettre en place. On ne voit pas ça. Vraiment, il faut refondre notre armée. Il faut reconstruire notre armée pour qu'elle sache sa véritable mission patriotique de mourir ou de défendre la patrie. D'accord. Mourir ou défendre la patrie. Si je dois vous résumer, que les généraux ne fassent pas la fête à Bamako, mais qu'ils aillent sur le terrain. Je voudrais... je ne suis pas ton regard. Hein? je voudrais aller sur deux terrains. C'est d'abord la diplomatie. Si vous regardez la zone de l'attaque, comme Chana disait, c'est un peu la lisière du Sahel et du Sahara et la frontière de la Mauritanie. Et là, je te demande de regarder mon regard cette fois-ci. Le deuxième aspect, c'est que oui, toute la faute ne revient pas à l'armée en ce sens que il y a des complicités à des niveaux qu'il nous faut déconnecter. Il nous faut être courageux et affronter des niveaux. Là, je reviens à l'ambassadeur de France qui a fait un ouvrage récemment, Nicolas Normand, où il a été courageux en disant l'armée, disons, l'État malien a été placé
sur le même piédestal que des groupes armés. Je pense qu'il n'est pas tard pour refaire ce débat, pour ramener chacun à son niveau et pour qu'on puisse avancer à certains niveaux. Oui, il y a également un aspect. C'était la démarche du BK. Son remplaçant, Christian Roué, qui est venu après Nicolas Normand, a dit la même chose. Christian Roué, il était là jusqu'au coup d'État et tout, juste avant le coup d'État. Mais on a vu quand, au changement du pouvoir, comment est-ce qu'on l'a rappelé en Mais France. non, lui, il n'était pas crédible en ce sens que les gars de la CMA ont carrément dit qu'il était avec nous, c'était notre conseiller militaire pendant l'occupation. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est Iberson. Avant Christian Roué, c'est Christian Roué qui a dit la même chose que nous. Maître Konaré, la question que j'ai envie de vous poser, c'est il y a une autre dimension de cette attaque-là. Si ça s'avère Baag Moussa, ça pourrait être la première confrontation entre la CMA et l'armée du Mali depuis le 21 mai 2014. Ça doit nous pousser à une interrogation. Si c'est Cette confrontation Mali-CMA, je vous l'ai dit, n'a jamais cessé. Nous dormons sur nous nous berçons d'illusions en pensant que la CMA ne fait rien. C'est de simples paisibles bergers en train de paître leurs troupeaux. Que non. S'ils n'avaient que des troupeaux à paître, vous pensez qu'ils auraient ordonné à leurs forces armées de faire appliquer des lois qu'ils viennent de prendre pour réglementer la vie à Kidal, y compris le séjour des étrangers? Je vous ai toujours dit que ces gens-là ne désarmeraient pas. Ils n'ont pas désarmé. Baag Moussa dont vous parlez, les gens ne le connaissent pas. Baag Moussa dirigeait ce qu'on appelle l'unité spéciale de Tinésie. C'était déjà sous ATT. Une unité spéciale constituée sous la forme de l'armée reconstituée dont parle l'accord d'Alger. Une unité spéciale composée majoritairement de Touaregs et avec un petit groupe de soldats noirs. Comment ça s'est terminé? En 2012, Baag Moussa a déserté avec toute son unité. Les Noirs qui l'accompagnaient, ils les ont déposés dans le désert en leur disant, comme nous avons eu un long compagnonnage ensemble, nous n'allons pas vous tuer, mais rentrez à pied. Baag Moussa a continué avec ses hommes blancs et avec quelque chose qui ressemblait, si vous voulez, à 50% de la force de frappe de la région de Kidal. C'est avec cette unité-là qu'il a rejoint le MNLA d'abord, avant de déserter le MNLA pour rejoindre Yad Agadi. Donc, si dans l'accord on nous parle encore d'armée reconstituée, c'est se moquer de nous. C'est pourquoi il y a beaucoup de raisons qui m'amènent à m'opposer à cet accord. Tout de suite, vous venez de lire le communiqué de la CEMA qui dit que la guerre va reprendre si on ne refait pas l'armée dans le sens qui a été édicté dans l'accord de paix, c'est-à-dire dans le sens d'une armée reconstituée, composée à 80% d'Azawadiens, commandée par un Azawadien, etc. C'est ça qu'il y a dans l'accord. Mais puisque l'objectif... Tant qu'on ira dans cette voie-là, le Mali va disparaître. Mais puisque l'objectif est d'éviter la guerre, pourquoi ne pas... Une guerre ne peut jamais être différée par des faux fuyants et le mensonge. Ok, Chana Takiwa. Merci Tangara. L'objectif ici, c'est d'éviter la guerre. Éviter la guerre, mais je rappelle à Konaré que le débat n'est pas sur l'accord. Chaque fois, il revient sur l'accord. C'est son point de vue. Ça, c'est le premier point. Le second point, Baag Moussa, il est noir. Baag Moussa, il est noir. Mais il est Touareg. Il n'est pas clair. C'est pas Ba Moussa. Il est Baag Moussa. Non, c'est pas Moussa. Non, Baag Moussa. Oui, Baag Moussa, c'est lui. C'est la même personne. Il est noir. Je le connais, j'ai eu à l'interviewer. Je vous ai dit que c'est un Touareg. Dans tous les cas... Voilà, il y a des Touaregs noirs. Bon, dans tous les cas, le débat n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, éviter la guerre. Il y a eu un accord que les partis ont accepté librement. Le gouvernement du Mali travaille à la mise en œuvre de cet accord-là. Il ne devrait pas. J'ai dit,
Ça, on l'a derrière nous. Il ne devrait pas. J'ai dit, Donc, tu n'as pas la parole. Ça, on l'a derrière nous. Ouais. Ça, on l'a derrière nous. On avance. On ne veut plus. Ok, allez-y, Chana, on avance. avancez, On a avancez. un accord et toutes les parties travaillent pour la mise en œuvre de cet accord-là. Et cet accord doit être mis en œuvre. Il n'y a pas d'autre solution que cet accord-là. Je reconnais qu'il y a des parties, il y a des situations qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises. Mais l'État du Mali, souvent par intelligence ou dans les textes là, essaie de contourner certaines situations, ce qui pose problème souvent avec les gens de SEMA. On nous a parlé de réintégration des déserteurs. Mais les gens de SEMA n'ont pas réintégré parce qu'ils ont des préalables qui n'ont pas été acceptés par l'État du Mali. Il y a plus de 450 intégrés. La SEMA dit avoir près de 900 déserteurs prêts à réintégrer à condition que l'État du Mali accepte les préalables, que l'État du Mali discute avec elle de la reconstitution de la nouvelle armée. Mais si c'est l'accord, j'ai dit, il faut y aller. On l'a signé, il faut y aller. Calmement. Il faut y aller. L'accord, c'est l'accord. Nos engagements sont nos engagements. Il faudrait respecter nos engagements, même si c'est de la nivakine. D'accord. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, Makankone, à qui la faute? Puisque au Mali, on a remarqué lors des attaques de ce genre, on ne se pose jamais cette question. Même si on se pose la question, la réponse, c'est après une autre attaque, c'est le décompte macabre. On ne sait jamais qui est responsable. Normalement, dans des attaques de ce genre, on doit pouvoir désigner un responsable ou des responsables. Qui pourrait être responsable? La faute pourrait incomber à qui pour le cas de Djoura? Ce qu'on a dit ici un peu, c'est ce qu'on essaie d'expliquer ici. On essaie d'abord de comprendre, il faut essayer de comprendre d'abord comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé, c'est que on nous dit qu'un groupe, en tout cas des éléments sont venus de l'extérieur, ont trouvé d'autres éléments qui ont résidé, qui ont séjourné un certain temps à Djoura, se sont mis ensemble pour attaquer. Maintenant, qui sont ces éléments? Comment c'est arrivé? On sait aujourd'hui à peu près qu'il y a Bamoussa qui revendique un peu cette attaque. L'autre chose, c'est, moi j'ai parlé des renseignements, des informations. Comment est-ce qu'on n'a pas pu anticiper cette attaque? On devait savoir que la zone était là, qu'il y avait des éléments. En tout cas, on doit savoir qu'il y a des éléments en ville, même ici à Bamako, s'il y a des éléments étrangers qui sont là, qui résident, on doit les savoir un peu, on doit savoir qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est comme hier, à Paris par exemple, pour les gilets jaunes, vendredi déjà, la préfecture avait réuni les commerçants et tout pour les dire que, bon, écoutez, la marche de samedi, elle pourrait être difficile, elle pourrait être dangereuse. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc, pourquoi ici, on n'a pas cet esprit d'anticipation? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les informations? Pourquoi on ne cherche pas les renseignements? Donc, moi, je crois que c'est ça, là. Maintenant, et puis, il faut, comme il l'a dit, il faut avoir une culture de la sanction, mais il faut que la sanction vienne de là-haut. Il ne faut pas brimer, comme mon frère semble le faire, les petits soldats sur le terrain qui ne font que se défendre, quoi. En fait, oui, justement, qui est responsable? Et là, je voudrais donner le cas nigérien où on voit de moins en moins des choses de ce genre. Si effectivement, si la loi de programmation militaire est effective, comme Chana le dit, si sur le terrain les militaires sont relevés à échéance, comme c'est le cas, en ce moment, les militaires qui sont sur le terrain doivent passer devant une cour martiale. Il faut que, à chaque fois qu'il y a attaque, que ceux qui sont sur le terrain rendent compte, même quand il y a défaite, à la limite qu'on analyse ce qui s'est passé et qu'il y ait des sanctions. Je pense que ça va, disons, amoindrir des coups de ce genre. Il faut vraiment qu'il y ait la sanction, mais au préalable, il faut que les gens soient dans toutes les conditions requises. D'accord. Mais M. Kounaré, c'est vrai, l'intégrité du territoire malien doit être défendue d'abord par les forces armées du Mali, mais la responsabilité également des forces internationales est également engagée. On ne peut pas comprendre qu'elles ne puissent pas voir venir ces colonnes-là. On est à Mopti, pas loin de Sévaré, où il y a un fuseau centre, fuseau ouest. C'est vrai, on doit se poser la question, si les forces étrangères ne peuvent pas souvent anticiper ou empêcher ce genre d'attaque, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question sur la pertinence de leur présence encore sur le sol malien, même si on est d'accord que c'est d'abord à l'armée malienne de défendre le territoire? Absolument. Je vais vous dire deux choses. Moi, j'ai posé la question à de très hauts gradés. La question de savoir pourquoi il n'y a que des moins gradés sur le terrain
alors que tous les généraux et colonels-majors sont à Bamako. On m'a dit que dans la plupart des cas, lorsque vous demandez à un général de se déployer sur le terrain, il vous amène une valise remplie d'analyses médicales et d'ordonnances. Le soleil, il suffit que le soleil le frappe pour qu'il meure. Mais ce genre de généraux, on doit les mettre à la retraite. Et recruter des généraux susceptibles de guider les troupes sur le terrain. Sans cet exemple, l'armée ne donnera aucun résultat. Si vous avez vu, dans l'histoire du monde, les armées qui ont gagné ont toujours été dirigées par de hauts gradés. Je vous ai cité l'exemple d'Alexandre le Grand, le plus grand conquérant de tous les temps. Il était à la tête de ses troupes. Je vous ai cité l'exemple de Sundiata Keita. Il était présent à la bataille de Kirina. Il aurait pu rester dans son hamac à la maison. Alors, donc ça c'est le premier point. Il faut changer la réorganisation administrative et opérationnelle de l'armée. Ceux qui ne veulent pas se battre n'ont qu'à quitter ou être démis de leurs fonctions. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut clairement mettre les forces internationales devant leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes là? Dans notre constitution, il est clairement écrit que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation. Ce n'est pas à l'ONU de nous dire qui nous avons décidé de combattre et qui nous ne devons pas combattre. C'est notre gouvernement qui doit désigner ceux qu'il entend combattre. Maintenant, si l'ONU, la France, et la Grande-Bretagne et autres là, veulent accompagner l'État du Mali, ils doivent l'accompagner dans le combat et contre les ennemis que le gouvernement aura désignés. Mais s'ils veulent défendre des groupes rebelles, en ce moment, il faut leur montrer la porte. La porte est largement ouverte. Avant ces forces internationales, le Mali vivait. Et après ces forces internationales, le Mali va continuer de vivre. Même si c'est sous forme de hameaux. D'accord. Voilà. Chana Takiou, sur les forces internationales, c'est vrai, beaucoup de victimes civiles, militaires dans la région de Mopti, dans les régions du Nord, malgré cette convergence de forces étrangères. On l'a dit, la responsabilité première est du ressort de nos forces armées maliennes, mais déjà qu'elles sont là, ces forces internationales, elles doivent justifier quand même leur présence. Le Mali ne doit pas être une terre de villégiature. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas chercher d'autres coupables que nous-mêmes, que notre armée. Les forces étrangères sont là pour s'enrichir sur le dos du peuple malien. Ils sont là depuis combien de temps? Depuis quand les forces nationales ont accepté d'aller au combat? Tu en connais? Non! Les forces internationales ne sont pas là pour venir combattre. On nous l'a dit plusieurs fois, répété plusieurs fois. Les résolutions de l'ONU sont très claires. Elles ne sont pas là pour combattre. Elles sont là comme force intermédiaire, comme une force d'interposition entre des belligérants. Elles ne sont pas là pour se combattre. Il faudrait que les Maliens comptent sur nos forces armées de sécurité. Seule notre armée nationale peut nous libérer. Une force étrangère ne peut pas du tout nous libérer. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je répète, j'insiste sur la reconstitution d'une armée patriotique qui accepte de se battre, mourir ou gagner au combat. C'est ça l'armée. C'est ça l'armée. Okay. Dès que tu portes le cercueil militaire là, c'est ton linceul. Dès que tu portes la tenue là, c'est le linceul, c'est pour accepter mourir pour la patrie. Il faut se battre pour la patrie. Okay. C'est ça l'armée. Je crois que quand on parle de force internationale, il faut relativiser un peu. Le premier soldat français, Damien Boitier, on s'en souvient, il est mort à Kona ici. Il est mort. On a perdu aussi, disons, les étrangers. Il y en a beaucoup qui sont morts sur notre territoire.
en défendant notre territoire. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut quand même relativiser. Quoi qu'on dise, d'accord, ça c'est aussi ton point de vue, mais je sais que même il n'y a pas une semaine, il y en a qu'on a tué sur la route de la Guinée. Est-ce qu'ils ont défendu le territoire? C'est quand même des militaires qui viennent ici. Ah non, excuse-moi, ça, je n'ai jamais dit ça. Et je crois que tu as fondamentalement tort de croire qu'ils font de la villégiature ici. C'est quand même des gens qui viennent perdre la vie. On a attaqué le cadre d'Aguelhok, la MINUSMA, ils ont perdu. Comme les Tchadiens sont morts ici. Le fils du président tchadien a été blessé à Kidal en défendant le territoire malien. C'est quand même pas rien. C'est vrai qu'on peut les demander de faire plus. Tchana l'a dit ici, c'est des gens qui nous ont dit clairement en venant, nous ne venons pas faire la guerre, nous ne venons pas lutter contre les terroristes, nous sommes une force de stabilisation. C'est d'ailleurs là le paradoxe même de la MINUSMA. La MINUSMA doit être là pour stabiliser un pays qui va vers la paix. Nous, on est en guerre. Donc pour vous dire, aujourd'hui, en réalité, nous, on a besoin d'armées, d'amis qui viennent faire la guerre. Mais on a accepté, la MINUSMA, elle est là, et on est en train de les attaquer. Ils meurent tous les jours pratiquement. Donc pour vous dire, il faut quand même reconnaître cela. Maintenant, pour le reste, c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui d'une armée bien gérée, bien équipée et tout. C'est important que nous-mêmes, nous disions à un moment donné, parce que notre crise, elle dure quand même depuis 2012, bientôt 10 ans, hein, qu'on est en crise. Il faut que les gens ils comprennent qu'on va vers 10 ans de crise au Mali. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on mette tout de côté, peut-être qu'on va en parler, et que nous-mêmes, Maliens, ce n'est pas que l'aspect militaire. L'aspect politique, l'aspect social, il y a tous les aspects. Aujourd'hui, il faut que nous-mêmes, Maliens, nous acceptions de nous mettre ensemble pour faire face à la destinée de ce pays et se parler, discuter et voir comment est-ce qu'on peut sortir de cela pour qu'on ne supporte plus les forces étrangères. Oui, il y a vraiment ce paradoxe, Alexis Kalambri. La MINUSMA, c'est la mission la plus meurtrière des Nations Unies, mais le Malien lambda, le citoyen lambda, pense souvent que c'est une mission qui peut faire plus. Quand il se dit qu'il y a des victimes civiles, militaires, Makan l'a dit, il y a beaucoup de soldats de ces contingents qui meurent au Mali. Il y a un paradoxe par rapport au mandat de la MINUSMA. Il faut qu'il soit robuste. Enfin, ils ont le mandat le plus robuste qui soit. Mais franchement, la question, et c'est tout le monde qui se la pose, c'est quelle est leur mission au Mali? La MINUSMA avait dit nous manquons d'équipement. Vous avez des gens qui leur ont donné l'aviation pour la couverture aérienne. Ils ont un bon système de renseignement. L'État malien n'a pas le tiers de ce que la MINUSMA a, mais malgré tout, elle se fait toujours surprendre, elle n'est jamais au combat. Je le disais la dernière fois ici, si vous regardez la carte maintenant, à la limite, la MINUSMA va toujours s'installer à côté des camps militaires de l'armée malienne. Donc, franchement, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'elle fait ici. Et l'autre aspect, c'est un peu Barkhane. Barkhane, quand même, qui est engagé au combat, mais qui dit nous ne combattons que les djihadistes et les islamistes. Donc, alors que bien malin qui aujourd'hui peut faire le distinguo entre un irrédentiste et un djihadiste, puisque à la limite c'est les mêmes personnes. Donc finalement, quel est l'apport de cette communauté internationale? Oui, Maître Konaré, si on voit la fréquence, la multiplicité des missions gouvernementales au niveau de la région de Mopti, mission de bons offices, mission de sensibilisation même du Premier ministre, et qu'au finish, on se rend compte de ces attaques-là, et c'est là on voit les limites, les failles de la réponse du gouvernement par rapport à une région comme Mopti aujourd'hui. Mais on est en train de parler de cette attaque. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement parler? Le gouvernement ne dit rien. Il ne dit rien. Il n'a même pas intérêt à ce que les gens parlent de cette affaire. Mais nous en parlerons. Nous en parlerons parce que nous sommes des patriotes. Il y a un communiqué et que moi je n'ai pas lu. Mais vous parlez de semble là, c'est le doute. Le communiqué aurait dû être instantané. Il ne l'a pas été. Non. Depuis le matin, il y a eu l'attaque. Quand tu n'as pas les éléments, tu laissez-moi terminer. Non, vous n'êtes pas du gouvernement. Vous rognez sur mon temps de parole. C'est que je voulais. Il n'est pas du gouvernement. Ouais, il n'est pas ministre. Pour autant, il ne faut pas dire des inexactitudes sur le gouvernement. Alors, donc, ce que je voulais dire, moi j'ai la solution au problème du Nord et du Centre. Voilà.
tout de suite, il faut dénoncer l'accord de paix. Et tu vois. Laissez-moi parler. Le Mali sort de l'accord. On avance qu'on arrête. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Chana, vous aurez la parole. Le Mali sort de l'accord. Maintenant, les forces internationales, vous êtes là pour vous interposer. Vous vous interposez. Maintenant, on va discuter. Interposition signifie que ces gens-là ne pourront pas venir ailleurs qu'ils ne sont. N'est-ce pas? Ils sont à Kidal, ils restent à Kidal. S'ils brisent le mur d'interposition, ça veut dire que la MINUSMA a pris parti. S'ils n'arrivent pas à briser, le problème reste localisé à Kidal. C'est là que se trouve la CEMA, en principe. Maintenant, sous le couvert de l'interposition, nous allons discuter. Nous allons fabriquer un nouvel accord avec des clauses qui sont réellement applicables. Et en ce moment-là, nous allons repartir sur de nouvelles bases. D'accord. Maintenant, si nous restons dans cet accord-là, la CEMA aura toujours un prétexte pour ne pas désarmer. Parce qu'il y a plein de clauses là-dedans qui ne peuvent pas être appliquées. La CEMA va toujours dire, tant que cette clause n'est pas appliquée, nous n'allons pas désarmer, nous n'allons pas cesser la guerre. Donc, et en fin de compte, ce que je voudrais vous dire, contrairement à ce que prétend Takiou, la MINUSMA est bien là pour faire la guerre. Quand vous venez pour stabiliser un pays en guerre, vous allez stabiliser avec du banco ou bien quoi? Il faut bien faire la guerre. Oui, un pays où les gens sont en train d'être attaqués par des colonnes armées. Et vous pensez prendre du thé? Ok, Maître Konaré. On m'a donné la parole. Oui, allez-y, Chana. Quand je dis que la MINUSMA n'est pas venue pour faire la guerre, je fais référence aux différentes résolutions. Et là, c'est connu par tous. Cela dit, je pense que Konaré très souvent nous ramène. Allez-y vous-même. Nous ramène derrière. Contrairement à Konaré, moi je pense qu'il faudrait aller vers l'application de l'accord. Il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai qu'il y a des clauses très difficiles à appliquer au-delà, mais dans la négociation, dans la compréhension mutuelle, on peut convaincre l'autre à lui dire que cette disposition, telle situation, vraiment, comprenons, nous sommes tous des Maliens, laissons ça. Dans la négociation, j'ai dit, dans la négociation, il y a des clauses difficiles de l'accord qu'on peut mettre de côté. On peut se comprendre sur ça. Avec une bonne négociation, une inclusivité, un respect de part et d'autre, on peut le faire. Sinon, moi je pense que le meilleur cas, au cas où il n'y a pas d'accord, j'ai toujours été partisan du fédéralisme. Au moment où on négociait en Algérie, j'avais fait un éditorial pour dire vivement le fédéralisme. Parce que si cette situation perdure, nous n'avons pas les moyens de ramener la paix comme il faut laisser à cette partie du pays la responsabilité d'assumer la paix dans une république fédérale. Encore qu'à travers le monde, les républiques fédérales sont les plus puissantes et les plus même démocratiques. Ça, c'est de la capitulation aux yeux de beaucoup de Maliens, puisqu'on dit les pères des indépendances ne seraient peut-être pas fiers. Le Mali est intégral, aller vers un fédéralisme. Le Mali était un empire, l'empire Songhoi, l'empire du Ghana. Où sont ces empires aujourd'hui? Où sont ces empires? Non, il faut bouger. Il faut bouger. Par rapport à la réponse du gouvernement sur la région de Mopti, Chana et Maître nous avaient amené encore dans l'accord. Non, moi je crois que il faut, ça revient un peu, on ne peut pas sortir tout de l'accord, même la région de l'Ouest. Il y a, je crois, un programme qui a été établi par le ministère de la Sécurité par rapport à la sécurisation de cette zone. Il faut que ce projet soit appliqué. Il faut que ce projet soit vraiment appliqué et que l'État travaille à s'installer dans la région de Mopti. Il y a cela aussi le problème. Le problème aussi, c'est l'absence de l'État. Maintenant, c'est comme un cercle vicieux. L'État ne peut pas être là s'il n'y a pas de sécurité et tout. Mais il faut que l'État, moi je crois qu'il faut que l'État soit régulièrement, disons, en tout cas, de plus en plus présent dans cette zone du Nord, et que l'armée soit présente, que l'armée soit véritablement présente, une armée formée dans toutes les conditions. Il n'y a pas autre chose que ça. Il faut que c'est un territoire malien, il faut qu'il soit sécurisé par l'armée malienne et que l'État malien soit présent sur toute l'étendue du territoire national. Oui, Alexis Kalambri. Non, alors, moi, la question, c'est qu'on s'est réjoui de l'arrivée de Soumelo Boubei, sécurocrate.
Alors, la question, c'est de savoir qu'est-ce qui bloque à son niveau, puisque on ne sent pas trop. C'est vrai qu'il est quand même celui qui fait le plus de déplacements dans la zone, mais on n'a pas encore senti sa touche ou son poids sur le retour de l'accalmie dans ces zones-là. Je pense qu'il faut qu'il y travaille encore plus. D'accord. On a peut-être 5 minutes pour aborder rapidement le dialogue politique. Après la série des échanges directs entre le président Ibeka, le chef de file de l'opposition et d'autres présidents de partis politiques, ce sont désormais des rencontres internes entre leaders politiques. Makankone, est-ce que vous pensez que de telles rencontres, ce dialogue politique peut impacter positivement sur des questions, des sujets comme l'insécurité, par exemple, dans la région de Mopti ou dans les régions nord? Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas que chacun tire de son côté. On a quand même la chance que si les gens se parlent, les principaux leaders se parlent, je crois le président continue à recevoir les responsables politiques. Je crois qu'il va recevoir Oumar Mariko et Poulon, je crois bientôt si ce n'est pas déjà fait. Moi je crois que c'est important déjà que les gens se mettent ensemble et qu'ils se parlent. Si les gens se parlent, c'est indéniable que ça pourrait avoir un impact sur, parce que chacun apporte sa petite touche, sa petite solution. Ça peut avoir des solutions à tout ça. Tout ça se passe parce que les gens ne se disent rien. Maintenant par rapport même aux échéances futures, les gens sont obligés de se parler également. C'est-à-dire il y a le référendum qui arrive, les législatives et tout ça. Chana, sur le dialogue. Bon, le dialogue là, chaque fois que 2-3 personnes échangent, c'est bon, c'est positif. Le dialogue est toujours positif. Que le président prend langue avec son opposition et tous les acteurs politiques, c'est une très bonne chose. Mais quel est l'objectif? C'est ça. Quel est l'objectif de ces contacts avec l'opposition? On a vu que en début de semaine, les rumeurs les plus forts ont couru sur une hypothétique démission du Premier ministre qui n'a pas été confirmée. Parce que... Vous y aviez cru? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai fait partie des gens qui ont fait le recoupement nécessaire et qui ont démenti. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui sont pressés qu'il y ait un nouveau gouvernement, pressés d'entrer au gouvernement, surtout dans l'entourage des leaders de l'opposition. Et cette fuite de démission provient de cet entourage des opposants. Alors que pour moi, l'essentiel, ce n'est pas d'entrer au gouvernement. Il faudrait qu'ils discutent, qu'ils s'entendent d'abord sur le minimum de politique à mener, qu'ils s'entendent sur les grandes réformes en vue, qu'ils s'entendent sur la sécurité, qu'ils s'entendent sur la conscience, tout ça là. Il faut qu'ils s'entendent sur un minimum de comment procéder pour la mise en œuvre. Comment faire pour la mise en œuvre, on s'entend sur ça. Et quels sont les hommes qu'il faut pour la mise en œuvre. Là, on voit un nouveau gouvernement. Okay. Donc les gens sont très pressés. Je pense que si l'opposition se précipite à entrer dans un gouvernement sans régler ses préalables, je pense que l'opposition ira à Canossa. Canossa, l'humiliation, j'allais dire, c'est ça Canossa. Maître Konaré. Je vous l'ai déjà dit, nous n'avons jamais cessé d'appeler à l'union sacrée des Maliens pour affronter les défis qui assaillent le peuple malien, à commencer par la guerre, tant au nord qu'au sud et qu'au centre. Mais j'ai dit aussi que quelle que soit l'union entre les hommes politiques, quel que soit le gouvernement qu'ils vont former ou les ententes qu'ils vont avoir, il ne faudrait pas que ça se fasse sur le dos du peuple. Il faudrait que, au préalable, comme l'a dit Takiou, on sache qu'est-ce qui va être résolu par un éventuel gouvernement d'union nationale. Quel est le programme minimum commun? Et moi, je crois que tant qu'il s'agira de mettre en œuvre de manière accélérée ou ralentie ce fameux accord de paix, ce sera une entente sur le dos du peuple, parce que j'ai l'intime conviction qu'on n'aboutira à rien
avec cet accord-là. D'accord. Justement, Alexis... C'est un attrape-nigo. Ce que Maître dit, c'est tellement important. J'ai également entendu ça dans d'autres milieux. Au lieu de dialogue politique, il y a certains qui privilégient un dialogue national. Puisqu'un dialogue politique, selon eux, c'est un dialogue entre leaders politiques qui se fait au détriment des syndicats, de la société civile. Le dialogue politique est un préalable au dialogue national. Il faut une entente politique pour qu'on puisse aller au-delà du politique. La vertu est dans le dialogue. Et je pense qu'on a déjà, en fait, tout ce qui se dit ici est pris en compte dans ce dialogue politique. Si vous avez vu les échanges du président avec les gens qu'il a rencontrés, c'est de pouvoir mettre sur la table un minimum commun sur lequel on s'entend pour pouvoir aller au-delà. Donc, je pense que c'est juste cela. Et pour moi, on a déjà les retombées de ce dialogue-là. Si vous voyez un peu les communiqués avant, quand il y avait ne serait-ce que les attaques pour prendre ce cas, vous aviez tout de suite l'opposition qui tirait à boulet rouge sur l'incapacité du gouvernement à aller, disons, à affronter les questions de sécurité. Maintenant, les communiqués, c'est pour déplorer, pour aider. Donc, on a de plus en plus des questions qui sont hors du champ politique et qui font une sorte de, disons, de cohésion nationale. Ça, c'est déjà quelque chose à saluer. Ok, ce sera donc la fin de l'émission. Par rapport à ce dialogue politique, on va aller en profondeur à 21h dans Politique. Robert Dissa qui va recevoir Noum Togo du PDS, Amidou Doumbia de Yelema, Chekne Kamara, les bâtisseurs qui se réclament de la majorité, et Dr Etienne Fakaba Sissoko, économiste, tout de suite à 21h Politique, autour du dialogue politique. On n'a pas pu aborder la question de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika qui cède face à la rue. Ce sera dans nos prochaines émissions. Merci d'avoir suivi ce débat. Nos invités étaient Makan Kone, directeur de publication de Nouvelle Libération, Alexis Kalambri, directeur de publication de Mali Tribune, Elhaj Chana Takiou, directeur de publication de 22 septembre, et Maître Cheikh Omar Konaré, avocat. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous sur l'application Google Play à travers vos téléphones portables pour suivre Africa Télévision et toutes nos émissions dans l'application Google Play. À très bientôt sur la chaîne du continent.